Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. La liberté d'aller et venir se profile enfin à l'horizon, alors j'espère que vous allez bien en profiter. Moi j'en ai déjà profité, vous en êtes aperçu sur les réseaux sociaux, je marche beaucoup, je m'active pour préparer une longue traversée à pied. Le but, c'est d'oublier cette vilaine tumeur, toujours active en moi, et qui, même si elle m'inquiète un peu, au vu des derniers examens, vous vous en doutez bien, n'entame pas du tout mon optimisme. Je crois surtout que la science fait d'énormes progrès, j'en suis convaincu, notamment grâce à certains labos qui ont travaillé sur le vaccin contre la Covid-19, mais aussi grâce à celui que j'ai décidé d'inviter dans mon émission de ce soir. Alors, par la petite pub que j'ai lancée avec un gros point d'interrogation, vous avez peut-être deviné de qui il s'agit, car on ne le présente plus. En fait, il s'agit bien sûr de Thomas Pesquet, l'astronaute français, aujourd'hui en place dans l'ISS pour plus de 6 mois. J'ai eu la chance de pouvoir accéder à sa première conférence de presse, la seule qu'il a fait, et de me glisser dans la peau des journalistes qui ont pu lui poser les questions en direct depuis le CNES à Toulouse. J'aurais pu d'ailleurs le faire, mais pas pendant 15 minutes, j'aurais eu droit à une seule question. Dans tous les cas, c'est une personne inspirante, que j'admire beaucoup, avec laquelle je vous propose de passer un petit moment. Allez, embarquons tout de suite vers l'ISS. 4, 3, 2, 1, 0. Mission and liftoff. Godspeed, Endeavour and Crew 2. Copy, 1 Alpha. Endeavour launches once again. 4 astronauts from 3 countries on Crew 2. Now Bonjour making their way Thomas, to the one and only- j'espère que vous allez bien. Vous semblez heureux d'être revenu à la maison, comme vous l'avez dit précédemment. Vous êtes maintenant plus près des étoiles. Comment envisagez-vous cette nouvelle mission par rapport à la précédente ? Bonjour, ouais, c'est un vrai plaisir d'être ici. C'est un peu ma deuxième maison. Tu sais, j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé mes habitudes. Il y a des choses qui ont changé dans la station, mais il y a des choses aussi qui sont identiques. Écoute, on a déjà commencé à travailler. Moi, j'ai déjà passé quasiment toutes mes journées depuis lundi sur une expérience scientifique de l'ESA, enfin 2 expériences qui s'appellent GRIP et GRASP. Donc, si tu veux, on n'a pas perdu de temps. On est déjà parti à 100 à l'heure et on a un programme chargé qui nous attend. Donc, je pense qu'on va tous travailler très fort et puis les 6 mois vont passer très très vite. Le jour du décollage, dans la fusée Dragon, vous semblez bien rire. Mais tout d'un coup, vous avez fait l'objet d'une menace de collision avec des débris dans l'espace, vous obligeant à remettre casque et combinaison. Dans quel état d'esprit étiez-vous à ce moment-là et ce que vous avez vécu peut-il présenter une véritable menace pour les prochains vols habités ? Oui, le décollage, c'était des sensations incroyables, hein, surtout, j'avais pas vécu ça depuis 4 ans. Un peu différent que le Soyouz, un peu plus doux, j'ai trouvé au décollage, mais vraiment, si on aime les manèges de foire et les sensations fortes, un décollage en fusée, c'est ce qu'on peut faire de mieux. L'accélération, les vibrations, cette vitesse incroyable. Donc ça, c'était vraiment un grand moment. Et on avait tous un énorme sourire, on riait tous dans la capsule en étant sérieux, bien sûr, mais juste parce que les sensations sont phénoménales. En ce qui concerne l'alerte débris, oui, il se trouve qu'en fait, c'était un faux débris au final. Hein. C'était une simulation de l'US Air Force, enfin de la Space Force, qui malheureusement est arrivée jusqu'à la NASA, ce qui n'aurait pas dû arriver. Mais c'était un bon exercice pour nous. On avait sorti toutes nos affaires pour passer une nuit tranquille. On avait les sacs de couchage, on avait la nourriture, on avait nos habits, on avait tout sorti, on était prêts. Et là, tout d'un coup, on a ce message très calme qui nous dit l'équipage de Crew Dragon, il faudrait que dans 20 minutes au maximum, vous soyez dans vos sièges en scaphandre, harnachés, sanglés, les casques fermés et tout rangé dans la cabine. Ce qui nous prend en temps normal 45 à 50 minutes, parce que c'est quand même compliqué. Et là, il a fallu tout faire en 19 minutes 30, ce qu'on a fait. Hein. Il y avait des choses qui n'étaient pas entièrement orthodoxes, mais on a tout fait.
respirer et finalement c'était un bon exercice. Je pense pas que ce soit un danger qui nous menace particulièrement. Il y a eu des micro-impacts sur la station, on en voit, hein, mais vraiment des choses toutes petites. Les débris plus gros, ils sont plutôt sur d'autres orbites et ils sont surveillés au sol, hein. Ça en est encore une fois la preuve, cet événement. On fait attention à ça, on essaie de ne pas en produire, surtout à l'agence spatiale européenne, hein. On a des initiatives pour ne pas produire de débris spatiaux et il y a des accords internationaux qui sont créés pour ça. Mais en tout cas, on met tout en place pour que ça se passe bien. On n'a jamais eu ce problème à bord de la station ou à bord d'un véhicule habité ou au cours d'une sortie extravéhiculaire. On n'est pas dans un scénario à la Gravity pour l'instant. Ok, bon, vous êtes bien dans la station spatiale, hein, qu'est-ce que vous appréhendez le plus est-ce un moment personnel que vous pourriez vivre difficilement, une expérience qui se passe mal? Il y a beaucoup de moments intenses dans une mission. Évidemment, ça commence avec le décollage. Le retour, ce sera, mais on va pas parler du retour tout de suite parce que j'ai encore 185 jours devant moi où on ne sait pas exactement à quelle date on va revenir. On est en train d'essayer de trouver une date pour que nos collègues de Crew One qui sont au petit déjeuner derrière moi soient en mesure de rentrer. La météo est pas très bonne, mais on va trouver ça. Je pense qu'il y a évidemment des grands moments. Les sorties extravéhiculaires, c'est toujours incroyable, hein. J'ai eu la chance d'en faire 2 et il y en a quelques-unes qui sont prévues. Sortir de la station, c'est encore plus incroyable que d'évoluer à l'intérieur. Il y a aussi plein d'expériences, on est là pour ça, hein. Les sorties extravéhiculaires, les astronautes aiment bien, mais ça sert juste à entretenir la station la plupart du temps, à nous permettre d'être là, et le but d'être ici, c'est quand même la recherche. Comme je l'ai dit, un peu plus de 200 expériences, 232 on m'a dit, pour une mission de 6 mois, ce qui est quand même beaucoup, dont 12 qui sont directement issus du CNMOS, du CNES, et j'ai déjà commencé avec une cette semaine, et ça va continuer comme ça. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de petits moments. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Victor Glover, donc on a mis, avant qu'il se lève, on a mis des petits ballons pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc c'est vraiment cette vie en communauté aussi, cette sensation d'être en mission tous les jours qui est super agréable. Quand vous êtes arrivé sur la station spatiale, vous avez dit qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude. Alors, pourriez-vous me dire comment se déroule cette véritable colocation dans l'espace? Ouais, effectivement, il y a beaucoup de monde, on est 11, hein. C'est pas le record à bord de la station, mais c'est quand même pas mal. Et ça se passe plutôt bien en fait. Nos prédécesseurs ont vraiment été des hôtes parfaits. On a que 6 couchettes pour l'instant à bord de la station, hein. On en a une 7e qui va arriver dans Columbus, sur laquelle on est en train de travailler, dans laquelle j'aurai peut-être la chance de dormir. On en reparlera, j'imagine. Mais 6 couchettes pour 11 membres d'équipage, ça veut dire qu'il y en a 5 qui campent. Il y a du monde à peu près partout, dans tous les modules. On essaie de faire attention. En fait, les gens sont entraînés pour ça, hein. On est sélectionné pour ça normalement. On fait des stages en spéléologie. On a fait des missions sous-marines. Tout ça, ça nous entraîne à la promiscuité. En fait, le secret, c'est de faire attention. Qu'est-ce qui est important pour les gens? Il faut leur laisser leur espace. En fait, la chose la plus difficile, peut-être, c'est qu'on a un système de toilettes côté russe et des toilettes côté américain. Donc, ça fait que 2 pour 11 personnes. Parfois, il y a un petit peu la queue pendant la journée. Mais ça va s'arranger. On devra en installer une 3e pendant ma mission. Alors justement, on va continuer un peu sur cette grosse colloque. Est-ce qu'il y a des règles et des interdits que vous êtes fixés pour mieux vivre en communauté? On n'a pas de conseil de colocation, ou on n'a pas besoin pour l'instant, ça fait qu'une semaine, hein, mais on n'a pas besoin de trop expliciter les règles. Je pense que il y a beaucoup de vétérans dans cet équipage quand même, hein. Il y a peu de personnes dont c'est la première mission. Donc tout le monde a vécu déjà 180 jours à bord de la station. On sait à peu près comment ça marche. On sait que c'est important d'avoir son intimité, qu'il faut laisser aux gens un peu de moments où ils sont seuls, même dans ce grand espace partagé. Il faut trouver des petits espaces individuels. Et puis on fait attention, ça veut dire que quand on est le dernier qui prend, je sais pas, la dernière lingette pour faire sa toilette, il ne s'agit pas de laisser le paquet comme ça, on change, on prépare le prochain pour celui qui suit. C'est vraiment des petites attentions de la vie de tous les jours en fait. C'est rien de compliqué, c'est pas un entraînement d'astronaute, je pense. C'est plutôt un entraînement de personnes qui a eu l'occasion de partager sa vie avec d'autres. Ça se passe très très bien, on s'entend bien et ça rigole beaucoup. Je ne sais pas si vous entendez derrière moi autour de la table, mais apparemment l'anniversaire a débuté. Nous sommes actuellement encore en pleine pandémie en France et dans le monde. Est-ce que vos programmes de recherche ont évolué et d'une manière générale, sur quelle expérience vous avez travaillé et quels sont ceux qui auront un impact concret sur notre vie?
Oui, on n'a pas. Alors les programmes scientifiques, malheureusement, non, c'est comme ça. Ils sont décidés plusieurs années à l'avance pour les envoyer à bord de la station. Donc on n'a pas eu d'expériences spécifiques qui ont été liées à la pandémie de l'année dernière. Pour l'instant, ça viendra peut-être plus tard. Mais on a quand même beaucoup d'expériences sur le système immunitaire, et la lutte contre le cancer ou contre des infections. On sait que les virus, les microbes et le système immunitaire se comportent pas de la même manière. On a aussi des expériences intéressantes qui sont issues de ma première mission sur des surfaces antibactériennes, antimicrobiennes, c'est-à-dire que c'est des surfaces qui ne retiennent pas les virus et les microbes au contact. Nous, on en a besoin parce on doit entretenir la station, la maintenir propre en permanence. On passe tous les samedis matins à la nettoyer, on désinfecte toutes les surfaces qu'on touche, comme c'est les rails bleus qui nous permettent de nous tenir au mur. On a besoin de ces surfaces dites intelligentes, antimicrobiennes. Ça, évidemment, vous imaginez, vous mettez ça dans un métro, dans un aéroport, dans un hôpital, ça enraye tout de suite la propagation des pandémies. Donc on a quand même des choses qui sont assez liées. Et encore une fois, c'est ce qui va nous occuper pendant la majeure partie de notre temps ici à bord de ce laboratoire. En fait, au final, c'est des expériences scientifiques. Lors du départ, vous avez décollé de Cap Canaveral, en Floride, sur le pas de tir mythique, celui d'où était partie d'ailleurs la mission Apollo 11 en 1969, conduite par Michael Collins, qui vient d'ailleurs de nous quitter, qui lui est parti pour les étoiles. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Est-ce que vous aussi, vous avez l'âme d'un pionnier, comme c'était son cas? Je ne sais pas si j'ai l'âme d'un pionnier, j'ai l'impression que je marche plutôt dans les pas de mes prédécesseurs. Je ne suis même pas le français à faire une première mission de longue durée. Jean-Pierre Aigneret avait fait ça à bord de la station Mir, une époque où le confort, c'était autre chose qu'ici. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone. Non, je pense qu'évidemment, on a tous appris la mort de Michael Collins avec beaucoup de tristesse. Moi, j'ai la chance en fait d'avoir fait une mission côté russe, décollage de Baïkonour, donc on va dire un peu dans les pas d'Yuri Gagarin, et cette fois-ci d'avoir pris un peu la route de l'Ouest, donc depuis Cap Canaveral, dans les pas des autres glorieux prédécesseurs. Je trouve que c'est bien de s'inscrire dans cette lignée-là. Maintenant, il faut continuer. Nous, on est la première génération avec ma promotion née en 2009 qui a pas connu en fait l'alunissage de 69, parce qu'on était pas né, tout simplement. Donc on n'a pas ça dans le rétroviseur, et en même temps on est la première génération qui a une chance raisonnable de retourner vers la Lune. Donc on est tourné vers ça. On a beaucoup de respect pour nos prédécesseurs, mais on est tourné entièrement vers l'avenir en ce moment avec les programmes de l'Agence spatiale européenne en coopération avec Artemis et la NASA. On sait que dans 5-10 ans on aura des astronautes européens en orbite autour de la Lune et sur la surface de la Lune, et donc c'est à ça qu'on pense un peu tous les jours en se réveillant. Oui. Bon, au cours de cette mission, vous allez réaliser plusieurs sorties extravéhiculaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aujourd'hui? On n'est pas fixé, on en a 4 qui sont prévus pour l'instant dans le programme de la mission. On sait que ça dépend toujours du matériel qui devrait arriver avec des véhicules cargo. On doit installer des nouveaux panneaux solaires, donc ça va être quelque chose de vraiment spécial, qui vont se déployer tout au bout de la station. Donc là, alors là, je vous fais pas la visite, mais l'avant c'est par là, l'arrière c'est par là, donc les panneaux solaires c'est sur les côtés, à gauche et à droite de l'appareil, et on va aller installer ça. Donc on sera à aller une quarantaine de mètres du sas de sortie, même un peu plus, une cinquantaine de mètres sur la gauche, au-dessus du vide, et on va dérouler des panneaux solaires qui vont faire une vingtaine de mètres à peu près. Donc si tout se passe bien, on devrait faire ça à peu près en juin, juillet, mais encore une fois c'est lié à l'arrivée du matériel par des véhicules cargo SpaceX 22, donc qui pour l'instant est en bonne position pour partir à l'heure, mais le spatial, il y a toujours un peu d'incertitude, donc tant qu'on n'est pas dehors, on n'est pas sûr que la sortie va se passer, mais on espère, parce qu'évidemment c'est toujours un grand moment. Alors, petite question personnelle, moi qui aime bien dormir, j'aimerais savoir justement comment on gère les rythmes de sommeil sur l'ISS quand on a 16 levées de soleil chaque jour. Ça se passe, alors ça dépend des gens, c'est un peu comme sur Terre. Moi j'ai la chance de dormir plutôt bien, c'est un peu ma capacité numéro 1, c'est de toujours arriver à dormir sans problème. Donc non, on est dans notre cabine accroché dans notre sac de couchage. Il y a des gens que ça dérange beaucoup en fait de dormir en flottant, parce qu'il faut s'habituer en fait. C'est pas évident au début, on n'a pas la sensation de reposer sur son oreiller, on n'a pas la sensation d'avoir une couverture sur soi, donc il faut s'habituer. Mais moi je trouve ça plutôt agréable en fait, plutôt reposant, on a les muscles complètement
complètement détendu. Et puis voilà, on fait des nuits normales à peu près alors ça dépend des gens, encore une fois, moi je suis plutôt celui qui ferme les fenêtres le soir à minuit et qui se lève tard le matin 15 minutes avant que la journée commence. Mais non, on fait des nuits entières, les gens veillent au centre de contrôle, mais nous à bord on veille pas. Parfois on a besoin de se décaler par contre, et ça va être le cas normalement pour quand mes collègues vont rentrer ce soir, demain, dimanche, on ne sait pas encore très bien, mais quand il va être le moment de les renvoyer au sol, eh bien il va falloir sans doute se lever au milieu de la nuit, et là on s'adapte, c'est un peu comme dans beaucoup de métiers. Bon, on a parlé de la vie dans l'ISS. J'aimerais revenir un peu sur le voyage dans le Crew Dragon. Quelles étaient les sensations par rapport à la mission précédente? Oui, alors le Crew Dragon, c'était vraiment un moment spécial pour moi parce que la station, elle a changé, mais elle est un peu identique, donc je connaissais déjà, mais là, c'était vraiment entièrement nouveau. Et c'est vraiment apprendre des choses nouvelles. Moi, j'adore, c'est vraiment ce qui me motive un peu tous les jours dans ce travail. C'était vraiment spécial. Alors, la Falcon 9 a déjà été lancée des dizaines de fois, voire même une centaine, un peu plus, pour des satellites, donc ça marche très bien, c'est fiable, on a l'habitude. Le Crew Dragon, c'était la troisième mission. Donc il y en a 3 décollages et il n'y a eu qu'un atterrissage pour l'instant, vu qu'on a 2 Crew Dragon à bord de la station. Donc ça, c'était vraiment quasiment entièrement nouveau. Au final, super confortable au décollage, aucun problème, plutôt spacieux. C'est vraiment la voiture moderne avec les écrans plats tactiles. Ensuite, par contre, pour ce qui est du rangement, ça a été un peu compliqué de retrouver toutes ces affaires. On va progresser un petit peu là-dessus. Tout est un peu caché, intégré. C'est fait pour que ça soit joli, c'est vrai. C'est une volonté de SpaceX. Ils ont ça en tête, mais de la manière qu'une voiture, c'est fait pour que ça soit joli et plaisant. Il n'y a pas de différence avec ça. Mais nous, on a plutôt l'habitude des choses qui sont moches et fonctionnelles dans le spatial. Du coup, il a fallu qu'on s'habitue un petit peu. Mais ça s'est très très bien passé et c'était vraiment 26 heures je crois qu'on a passé pour venir à la station, qui était absolument confortable et qui sont passées comme si c'était 10 minutes. Bien, merci Thomas. Je vous souhaite en tout cas un bon séjour là-haut et à bientôt sur Terre. Merci à tous. Merci d'avoir arrêté à bord de la station spatiale. Et puis voilà, tout mon équipage se joint à moi pour vous souhaiter une bonne journée et un joyeux anniversaire à Victor qui se trouve ici. Voilà, c'est déjà fini. C'est vrai que Thomas est tellement intéressant qu'on y passerait plus de temps. Bon, j'ai pas eu la chance de pouvoir m'entretenir avec lui en direct, comme j'y ai été invité, comme tous les journalistes technologiques, mais j'aurais pu, comme je le disais en début d'émission, lui poser une seule question, ce qui était pour moi un peu frustrant. Ceci dit, j'aurais peut-être la chance de le voir avant de partir, moi aussi vers les étoiles, mais cette fois pour un voyage sans retour. Mais je vous rassure, on n'en est pas encore là. En attendant, 1000 excuses à mes confrères présents sur place, auxquels j'ai bien sûr emprunté les questions. Vous, j'espère que vous avez apprécié cette prise de hauteur depuis les étoiles. En attendant, eh bien, écoutez, on se retrouve pour la 30e des rendez-vous optimistes la semaine prochaine, avec bien sûr de nouveaux invités, plus près de nous, à Angers ou sur le territoire français. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube La Chronique Optimiste de Yannick. Je vous encourage d'ailleurs à vous y inscrire parce que plus il y aura de personnes, plus ça soutiendra ma démarche auprès de YouTube. Mais vous pouvez aussi me suivre, bien sûr, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très présent et qui s'affichent en ce moment en bas de l'image. Allez, en attendant, on redescend sur Terre, un peu moins vite que dans la capsule SpaceX, et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Allez les amis, à bientôt. En attendant, restez prudents.